Filtre de Kalman. Dans ce chapitre, on va essayer d'établir les équations du filtre de Kalman. Alors on va utiliser bien sûr ce qu'on a vu dans les chapitres précédents, notamment dans le chapitre D, on a vu comment obtenir un estimateur linéaire optimal euh, pour lorsque les quantités étaient décrites par des densités quelconques, mais tout se faisait à partir des moments d'ordre 1 et des moments d'ordre 2. Alors les moments d'ordre 1, c'est les moyennes, les moments d'ordre 2, c'est les matrices de covariance. Alors ici, le filtre de Kalman, on est dans un contexte gaussien, alors ça c'est important, tout devient gaussien. Et on n'a pas trop parlé dans le chapitre précédent, et les transformations sont toutes linéaires. Donc on va voir comment déjà on peut passer du chapitre précédent, qui en fait ne travaille que sur les moments d'ordre 1 et d'ordre 2, pour obtenir les estimateurs linéaires, et comment on peut passer à un contexte gaussien. Alors tout d'abord, une chose importante à savoir, c'est que si x est un vecteur aléatoire de Rn, alors je le note comme ça, bon, x c'est quand même un vecteur aléatoire, normalement je ne devrais pas le noter comme ça. Il a une densité de probabilité, pi de x, qui peut s'écrire directement, son expression peut s'écrire uniquement à partir de la moyenne et de la matrice de covariance. Alors, bon, je rappelle la formule, c'est 1 sur racine de 2pi, multiplié par déterminant de la matrice gamma, la matrice de covariance de x, multiplié par exponentielle. Alors, exponentielle de moins 1,5. Alors ça, c'est une quantité scalaire, ce que je suis en train d'écrire, moins 1,5 de x moins x bar, donc c'est pas une exponentielle de matrice, hein, multiplié par gamma x, alors attention ici, il y a un transpose, multiplié par x moins x bar. Donc ce que je veux dire ici, c'est que à partir de gamma x qui intervient là, ici et là, donc les moments d'ordre 2 et les moments d'ordre 1 x bar, je sais écrire la densité de probabilité pour x et ses réciproques. Si x est décrit par x bar et gamma x, si je sais qu'il est gaussien, alors la connaissance de ces deux moments me permet de connaître la densité de probabilité et réciproquement. Et ça, c'est vrai uniquement dans le cas gaussien. Alors, donc, les théorèmes qu'on avait vus qui nous permettaient de calculer par des transformations linéaires les, euh, les matrices de covariance des grandeurs qui résultaient de ces transformations, ben on va pouvoir aussi les appliquer dans le cas gaussien. Et donc on va avoir l'impression de manipuler complètement la densité de probabilité. Ce qui est plus fort que de manipuler que les deux premiers moments. Alors, par exemple, on avait vu un théorème. Alors un théorème qui nous disait que, alors je le rappelle ici, on l'avait vu et on l'avait utilisé pour générer des vecteurs aléatoires gaussiens avec une certaine matrice de covariance. Alors je vous rappelle ce théorème, c'était que si y est égal à ax, donc x est un vecteur aléatoire, plus alpha. Alpha c'est aussi un vecteur aléatoire qui était centré, plus b qui était déterministe. Alors donc alpha, il était tel que alpha bar est égal à 0. Alors dans ce cas-là, on avait y bar, donc l'espérance, le premier moment, donc y bar, la moyenne, c'est égal à ax bar plus alpha bar qui vaut 0, plus b qui est déterministe. Et puis ici, j'avais la matrice de covariance pour y. On avait vu que c'était égal à gamma x fois a transpose plus gamma alpha. Et là, on n'avait pas utilisé l'hypothèse gaussienne. Donc maintenant, on peut très bien imaginer, alors reformuler ça de la façon suivante. Donc ça fonctionnait quelle que soit la densité de probabilité. Maintenant, on peut reformuler ce théorème dans le cas gaussien. Alors dans le cas gaussien, euh, qu'est-ce qui va se passer? Je vais le reformuler en disant que si x est gaussien, donc x est gaussien, alors je le décris de la façon suivante,
normal, n comme normal, de moyenne x bar, de matrice de covariance gamma x. Donc le n signifie gaussien. Si x vérifie ça. Alors, y, euh, bon, et alors, j'ai pas rappelé ici, mais alpha et x sont indépendants. Et x indépendant. Indépendant. Alors, si x est gaussien, si alpha est gaussien, alors y sera lui aussi gaussien, et, et il aura comme espérance mathématique y bar, et comme matrice de covariance y bar, gamma bar. Donc ça veut dire, alors on pourrait représenter ça peut-être de façon graphique. Si jamais j'ai ici x, alors x gaussien, c'est difficile de représenter sa densité de probabilité, mais je vais prendre ici x1, x2. Ici, ma transformation linéaire, donc ax plus alpha plus b. Et puis ici, je vais me retrouver dans l'espace y1, y2, etc. Donc ça veut dire que si jamais x est gaussien, il va avoir, bon, je sais pas, je représente ici les ellipsoïdes de confiance. Déjà, B va me translater cet ensemble-là. A va me le faire tourner, me l'amplifier, enfin, peu importe. Donc je vais me retrouver ici avec une densité qui, elle, va encore se trouver gaussienne. Voilà, donc là, ça devrait, ce que je représente, ce sont des ellipses. Dans ce cas-là, je vais avoir y bar qui va se trouver au centre, alors que j'avais x bar qui était là. Ce qui caractérise les formes de mes ellipses, c'est bien sûr les gamma x et les gamma y, qui se calculent de la façon suivante. Donc, une chose à retenir, c'est que les transformations linéaires conservent le caractère gaussien. Alors ici, c'est pas démontré, je ne l'ai pas démontré, mais en tout cas, si j'ai x qui est gaussien, que j'applique des sommes de gaussiennes, des multiplications par des matrices, donc des transformations affines et linéaires, le caractère gaussien est conservé. Donc tous les calculs que je faisais avec les moments d'ordre 1 et 2 dans le chapitre précédent vont s'appliquer tant que je reste gaussien et que mes transformations sont linéaires. Alors une autre chose qu'on avait vue dans le cadre de l'estimation linéaire, c'est que si on avait un vecteur aléatoire x, alors là, ce x, on va supposer qu'il est gaussien, donc normal, avec x bar gamma x, mais je ne le connais pas. Je sais uniquement qu'il tourne autour de x bar, a priori, et il a une matrice de covariance gamma x. Alors, on avait vu que si on le faisait passer à travers une fonction linéaire de ce type-là, alors ça c'est une observation que l'on fait sur x, qui n'est pas exactement x lui-même, mais qui est y. Donc y, on peut le mesurer. On va dire qu'on le connaît, c'est une grandeur déterministe. Et derrière, ce qu'on veut fabriquer, c'est un estimateur. Alors l'estimateur, c'est une grosse boîte qui va devoir nous ressortir ici l'estimation x chapeau de x. Donc ça, c'est ce qu'on a vu l'autre fois, mais je le présente sous une autre forme. Et bien sûr, avec le x, ce qu'on aimerait bien voir, c'est la matrice de covariance associée à cette estimation, qu'on avait appelée gamma epsilon, qui va me dire de combien on se trompe. Alors on avait vu au dernier chapitre que cette estimation x chapeau, c'était égal à x bar. X bar, je le connais, c'est celui-là, c'est ce que je connais a priori. C'est l'estimation a priori, on va dire, sur x, c'est la moyenne. Plus le gain de Kalman fois une innovation. Alors attention, l'innovation, on ne la connaît pas, on ne connaît que y. Donc on avait vu que l'innovation, y tilde, c'était égal à la mesure y moins c fois x bar. Donc ça, on connaît x bar, puisqu'on connaît x bar gamma x et y.
Ensuite, on avait vu que l'erreur, c'était gamma epsilon est égal à gamma x, que je connais, euh, moins le gain de Kalman fois la matrice C, que je connais, puisque je sais comment est fabriquée l'observation, multiplié par C, multiplié par gamma x. Donc ça, K, il nous faut le calculer. Donc bien sûr, K, il était calculé après. Et puis il nous manque aussi alors, K, on a vu que c'était gamma x, que je connais, multiplié par C transpose, multiplié par gamma y moins 1. Et le gamma y, on avait vu aussi que c'était la covariance de l'innovation, qui était égale à C fois gamma x, multiplié par C transpose, plus gamma bêta que je connais, puisque bêta, je ne le connais pas lui directement, mais je sais que c'est une grandeur aléatoire, centrée, c'est-à-dire bêta bar égale 0, indépendante de x, et qui a une matrice de covariance gamma bêta. Donc ça, c'était indépendant de tout contexte gaussien. Alors comment interpréter ça dans le contexte gaussien? Dans le contexte gaussien, je dis que si x est gaussien, si bêta est gaussien, donc n de bêta, gamma bêta, C est une matrice connue. Alors y sera lui aussi gaussien, mais a priori, dès que je fais la mesure, elle devient non plus gaussienne, c'est une grandeur déterministe. Et dans ce cas-là, toutes les quantités que je suis en train de manipuler me dit tout simplement que x après. Là, ce que je suis en train de calculer, l'estimation, je pourrais représenter ça de cette façon-là. C'est ce qu'on appellera la loi a posteriori pour x. Ça va être une gaussienne. Alors je vais la représenter ici, comme ça par exemple. C'est une loi gaussienne qui tourne autour de x bar, x chapeau, excusez-moi, et qui a une matrice de covariance de gamma epsilon, qui est l'erreur de cette estimation, donc x chapeau, qui n'est pas la même. Alors ça, c'est ce qu'on appelle a posteriori, parce que c'est après avoir pris en compte la mesure y. Maintenant, qu'est-ce qui se passe a priori? A priori, j'avais une connaissance sur x. Je le connaissais souvent beaucoup moins bien qu'avant avant d'avoir pris la mesure. Donc là, je suis dans un contexte que j'appelle a priori. Avant la prise de mesure y, je savais que x tournait autour de x bar. J'avais une gaussienne souvent beaucoup plus étalée que celle qu'on a a posteriori. Et l'écart ici est caractérisé par la matrice de covariance gamma x. D'ailleurs, on peut montrer que gamma y, gamma epsilon, est plus petit, alors plus petit, je le note comme ça, que gamma x, c'est-à-dire que la précision a posteriori est meilleure qu'avant. Et je rappelle que dans les matrices de covariance, on a une relation d'ordre. On va illustrer cette chaîne sous MATLAB. Donc je prends 1000 échantillons. Je vais fabriquer un vecteur aléatoire x. Alors ce vecteur aléatoire x correspond au x qui est là. Donc je vais choisir un x bar, un gamma x. Ensuite je vais établir donc, le vecteur aléatoire y. Ensuite on va faire une mesure, donc y va devenir déterministe puisqu'elle était mesurée. Et on va appliquer l'ensemble de ces formules. Donc on va bien séparer l'a priori de l'a posteriori. Donc on va se placer dans la première étape avant la mesure de y, donc dans l'a priori. J'ai x, je vais prendre par exemple une moyenne de 5 et une covariance pour y de 3 fois 3 de 9. Donc ici, voilà comment je le fabrique. Alors en effet, je vais faire x bar. X bar, il vaut la moyenne de x, et il vaut 5. Bon, à peu près 5,08, parce que ici, n n'est pas infini. La loi des grands nombres nous dit que si n tend vers l'infini,
On devrait obtenir exactement 5, mais ici, je suis obligé de me limiter à, bon, à 1000, ça suffit. Alors maintenant, je vais faire la matrice de covariance gamma x, qui vaut la moyenne de x moins x bar, et pris au carré. Donc ça, c'est la définition de la variance, et je vais bien évidemment obtenir 9 à... Bon, là, j'obtiens 8,5, mais je devrais obtenir autour de 9. Hein. Ça dépend de la réalisation qui a été faite. Euh, alors, ensuite, une fois que j'ai ça, je vais prendre un vecteur bêta qui correspond à, par exemple, avec une variance de 4. Voilà. Alors je le fabrique et puis je vais pareil mettre bêta bar. Alors bêta bar il vaut normalement 0. Bon, normalement, parce que ici bien sûr j'ai pris et la matrice de covariance, G bêta égale, je calcule la matrice de covariance et je devrais obtenir quelque chose autour de 4, bon 4,08, ce qui semble a priori logique. Alors, une fois que j'ai ça, je vais fabriquer ma matrice C. Alors, bien sûr, je reviens ici à ma figure. X, je vais fabriquer mon vecteur C. Bêta a été fabriqué. Je vais fabriquer ma matrice C qui ici sera de dimension 1 parce que X est de dimension 1. Donc Y, ça de dimension 1. C'est juste pour faire mes figures. Donc, Y sera un vecteur aléatoire. C'est avant la mesure, tout ça. Y égale, alors c'est C fois X plus bêta. Y est aléatoire, c'est-à-dire si je l'affiche, ce sera un énorme vecteur, donc je mets un point virgule pour ne pas l'afficher. En effet, la mesure n'a toujours pas eu lieu. Mais c'est juste ce que je peux prédire sur Y, là. C'est une sorte de prédiction. Ensuite, si je l'affiche, je peux faire plot de X virgule Y avec plus, et voilà ce qui m'affiche. Alors on voit bien que X est aléatoire, Y est aléatoire, la moyenne de X on voit qu'elle tourne autour, alors là on voit qu'elle tourne autour de 5, hein, bon. La moyenne pour Y on voit qu'elle tourne autour de 30, à peu près. Pareil, on voit qu'il y a une grande variance pour X et une encore plus grande variance pour Y, donc les deux sont aléatoires. Une fois que j'aurai fait ma mesure, ça va changer. Mais pour l'instant, je ne l'ai toujours pas faite cette mesure. Une fois que j'ai ça, je vais quand même essayer de voir ce que je peux calculer, tout ce que je peux calculer a priori. Donc ici, on se rend compte que j'ai besoin de Y. Alors Y intervient dans cette troisième équation, mais il y a des choses qu'on peut calculer, comme par exemple gamma Y, on peut le calculer, K, on peut le calculer, gamma epsilon, on peut le calculer, avant même la mesure de Y. C'est-à-dire que l'erreur que je vais faire sur mon estimation, je peux le calculer a priori avant même d'avoir mesuré Y. Ça ne dépend pas de Y. Donc c'est ce que je vais faire. Je retourne sur MATLAB. Je vais faire ici la matrice de covariance pour Y. C'est égal, j'applique la formule de l'estimateur. G bêta. La voilà, c'est 216. Alors, une fois le gain de Kalman, je le calcule. Le voilà. Alors, bien évidemment, alors ce que j'ai peut-être... Ah oui, oui, alors attention. C, j'ai pris comme grandeur C égale 5. Hein. Alors je ne sais plus si je l'avais fait ou si c'est la fois d'avant. En tout cas, il ne m'a pas mis d'erreur, donc C vaut 5. Là. Donc si ensuite je fais corps égal, voilà, il me trouve 0,19 pour la valeur de K. Alors attention, GY, C, GX, ce sont des scalaires, mais dans le cas général, ce sont des matrices. Alors, l'erreur sur epsilon. J'applique cette formule, et voilà, la matrice de covariance
pour epsilon, ce sera de 0,16. Donc je sais a priori que je vais me tromper autour de la racine carrée de 0,16, parce que c'est une covariance, donc c'est le carré de l'écart type. L'écart type, on peut dire que c'est bon, ça va correspondre à la racine carrée de 0,16. Voilà de quoi je vais me tromper une fois que j'aurai fait la mesure. Alors, y bar, la moyenne, c'est égal à la moyenne de y, il vaut autour de 25. Bon, on le voyait à peu près sur la figure. Alors j'ai toujours pas pris ma mesure, mais je vais essayer d'afficher l'estimateur. Alors pour afficher l'estimateur, je vais prendre une quantité entre moins 40 et 80, ça j'ai pu le lire sur ma figure, que ça corresponde à peu près aux échelles. Bon, ça. Ensuite, je vais faire x1 et je prends la formule de l'estimateur qui vaut x bar plus k fois y moins y bar. Alors, j'ai été obligé de prendre ici y1 toutes les valeurs possibles. Mais après, bien sûr, le y mesuré prendra une de ces valeurs-là, mais pas toutes. Mais là, je les prends toutes. Voilà. Alors, je vais faire un hold on pour qu'il me garde l'ancienne figure, parce que je voudrais superposer l'estimateur. Ensuite, je vais faire un plot de x1, y1 avec red, par exemple, et je regarde l'estimateur, il me l'a affiché, voilà, avec les petits points qui sont là. Ça veut dire que une fois que je vais faire ma mesure, alors on comprend par exemple que si je mesure y, mettons égal 60, par exemple, je ne sais pas a priori ce que je vais faire, puisque je suis toujours dans l'a priori. Si je mesure 60, alors je pourrais en déduire que x sera, par l'estimateur en rouge, autour de 12. On voit bien qu'il passe en plein milieu du nuage de points. Et l'erreur que je vais faire, on se rend bien compte qu'elle ne va pas être énorme. Ça correspond en gros à cet écart qui ne dépend pas de la valeur de y. Même si on a cette impression, l'impression, elle est fausse. C'est-à-dire que si on renormalise pour chaque y la densité de probabilité, en utilisant la règle de Bayes, eh ben, on va toujours avoir la même erreur, pour la même variance pour l'erreur. Donc voilà, alors je vais essayer d'expliquer ça sur le dessin, ici, parce que je suis toujours a priori. Mais ici, j'ai implémenté pour l'instant, j'ai pris cette formule-là, a été faite. Celle-là, je l'ai faite, elle ne dépendait pas de y. Celle-là aussi. Il me reste encore celle-là à faire. Donc celle-là que je dois faire, hein, celle-là. Et là, c'est là qui dépend de l'innovation. Donc c'est ces deux-là qui va me rester à faire. Donc je vais saisir une mesure y et je vais prendre une valeur quelconque. Par exemple, je vais prendre une mesure me donne y égale 60. Bon, ça aurait pu être autre chose, mais ici j'ai choisi de faire la mesure. Hop, j'ai obtenu 60. Alors, si je reprends ce dessin, l'estimateur, c'est ce qui a été représenté ici par quelque chose qui passe en... C'est un estimateur linéaire, alors il passe en plein milieu, le voilà. Bon, il n'est pas très linéaire. Maintenant, j'ai fait une mesure de 60. Alors, une mesure de 60 par l'estimateur linéaire. Je me retrouve là. Oups. Et je vais obtenir ici le x bar. Le x chapeau plutôt. Enfin, c'est celui-là, le x chapeau qui dépend de ma mesure y. Donc, dès que j'ai fait ma mesure, y n'est plus une grandeur aléatoire. Si jamais je fais cette coupe, alors si je fais cette coupe là, suivant y, ma densité de probabilité, elle va devenir quelque chose qui va être ici, quelque chose comme ça, et qui va redescendre là. Alors, attention, ce que je suis en train de représenter ici, c'est une coupe. Alors, bon, c'est peut-être pas forcément facile à voir, mais si jamais j'avais pris ici ma densité, alors suivant, ici j'ai x, ici j'ai y, ici je vais avoir, alors bon, je vais représenter ça en rouge, j'avais ici donc la densité de probabilité
de XY, qui est gaussienne, et on le voit bien ici, vu comment elle a été fabriquée, et ça me donnait quelque chose qui monte comme ça, pas facile à représenter, comme une bosse, bon, qui correspond à une gaussienne. Maintenant, lorsque je fais ma mesure Y, par exemple ici, Y, ça revient à faire une coupe comme ça, et si je fais une coupe là, je vais obtenir ici quelque chose qui monte et qui descend. Si j'avais pris ailleurs, elle aurait monté beaucoup plus. Mais normalement, on renormalise pour que les R soient toutes égales à 1. C'est pour ça que ici, si j'avais fait une coupe, par exemple ici, j'aurais obtenu peut-être quelque chose de plus gros, mais après renormalisation pour avoir une densité de probabilité, il faut que l'air en dessous et là soient toutes les deux égales à 1. Donc l'écart qui est ici va être qualifié par gamma epsilon, ici pareil, gamma epsilon. Je vais donc revenir à, à MATLAB et je vais programmer maintenant mon estimation. Alors la mesure, je passe maintenant dans l'a posteriori. Je fais ma mesure, y mesuré égale, j'avais dit 60. Maintenant, je vais avoir y tilde, que je vais pouvoir, du coup, il faut y mesuré moins c fois x bar. Donc ça correspond à l'innovation. Et enfin, je vais avoir x chapeau égale x bar plus k fois y tilde, qui vaut quelque chose autour de 11, et c'est ce que je pouvais deviner sur la figure. Donc là, on a eu un raisonnement entièrement gaussien, qui est ici, entièrement gaussien, avec la loi a priori. Dès qu'on a fait la mesure, on avait quelque chose de beaucoup plus précis, avec un x bar qui s'est décalé du fait de la mesure. Le gamma epsilon pouvait se calculer a priori. Le x chapeau, lui, dépendait de l'innovation, bien évidemment, et a été calculé a posteriori. Donc ce qu'on vient de montrer, c'est que l'estimateur linéaire qu'on a établi avant, qui était orthogonal, s'appliquait entièrement de la même façon dans le cas gaussien, puisqu'on est capable de calculer les moments d'ordre 1 et 2, et que ça suffit à caractériser une densité gaussienne. Alors après, une approche qu'on voit dans certains livres, c'est de tout faire, de partir directement dans le cas linéaire gaussien, et de faire tous les calculs. Alors moi j'ai choisi de plutôt partir d'un observateur orthogonal qui principalement parce que les calculs sont beaucoup plus simples. Alors ça demande des fois peut-être un peu plus bien de comprendre cette orthogonalité, ça semble peut-être moins naturel que l'approche qu'on appelle bayésienne qui consisterait à partir directement de la manipulation des lois de probabilité, mais elle se justifie principalement par le fait qu'elle demande beaucoup moins de calculs. On a maintenant toutes les briques pour pouvoir donner les équations du filtre de Kalman. Alors, dans quel contexte on l'utilise? Alors on va supposer un système décrit par des équations de récurrence qu'on appelle des équations d'état. Xk plus 1 est égal à AK fois xk plus uk plus alpha k. Alors je vais décrire ça tout de suite. Et yk, c'est égal à ck xk plus bêta k. Alors on a ici un système qui est un système dynamique qui dépend du temps k. Alors on a ici une entrée qu'on appelle u de k que l'on connaît et on a y de k que l'on mesure. Alors ça c'est un système dynamique qui provient par exemple de soit d'un système à temps discret, soit de la discrétisation d'un système à temps continu. Alors un observateur de Kalman, on va essayer de le représenter ici, dans une autre bulle, c'est un système qui va avoir pour entrée YK, nos mesures, qui viennent par exemple de capteurs, et U de K qui proviennent par exemple des actionneurs.
Alors, c'est un système dynamique dans le sens où lorsque le k évolue, on va voir l'état à l'instant k plus 1 qui va être une fonction linéaire de l'état à l'instant k par une matrice AK qui, elle, peut aussi changer dans le temps. U, l'entrée, alpha, c'est un bruit qui est censé être gaussien, qu'on va supposer gaussien, et de matrice de covariance gamma alpha. Alors, ce bruit d'état, qu'on appelle le bruit d'état, il est indépendant de la valeur de x, indépendant de la valeur de u. De la même façon ici, gamma, c'est un bruit de mesure qui est centré et qui va avoir une matrice de covariance gamma bêta. Alors tout est gaussien, c'est-à-dire par exemple la connaissance que j'ai initialement sur x à l'instant 0, ça va être décrit par une loi normale de centre x bar 0 et gamma, gamma 0. Bon, voilà. Alors, l'observateur, donc Kalman qui est là, il va nous délivrer ici une estimation x chapeau à l'instant k qui est une estimation de x à l'instant k, puis bien évidemment la matrice de covariance associée à l'erreur, donc on va appeler gamma epsilon ou gamma x, qui va aussi dépendre de k. Donc voilà ce que fait le filtre de Kalman. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement appliquer de façon récursive ce qu'on a juste montré à l'instant, juste avant, dans cette même leçon. Alors, je vais directement vous montrer, sans vouloir vous effrayer, les équations du filtre de Kalman. Elles sont là. On voit deux blocs. Alors, le premier bloc, qu'on appelle le prédicteur, celui-là c'est le prédicteur. Prédicteur nous permet de dire que si jamais on sait à peu près à l'instant K où on se trouve, avec une certaine matrice de covariance, on va pouvoir prédire là où on va se trouver à l'instant K plus 1 avec la matrice de covariance associée. Alors cette formule-là, elle ressemble très fortement à celle qu'on a écrite ici. Donc, alors attention, il va juste falloir identifier qu'est-ce qui correspond à quoi, mais cette formule-là correspond à celle-là. C'est pas exactement la même, hein, c'est pas les mêmes variables. Maintenant, si je prends ces équations qui sont là, les équations de correction, vous permettent à partir de la mesure que vous avez fait, à partir de la matrice d'observation C et du bruit de mesure, des connaissances sur le bruit de mesure, vont vous permettre d'arriver à améliorer la connaissance que vous avez sur X. Donc, ce bloc-là, ce qu'on appelle en fait, c'est l'étape de correction et non plus de prédiction. Ça correspond en fait aux équations qu'on avait obtenues ici. Donc, on va tout simplement utiliser ces deux blocs. Alors, que signifient ces quantités x chapeau k? Alors, qu'est-ce qu'on appelle x chapeau k à l'instant k? Alors, je vais essayer de le représenter ici. Lorsque je suis à un instant k, j'essaye d'estimer l'état, j'essaye d'estimer x, donc comment je vais pouvoir représenter ça? La connaissance que j'ai sur x à l'instant k. Donc je vais avoir x1, x2, je vais la représenter ici par x chapeau, qui est ce point-là, et puis par une matrice de covariance. Alors je vais représenter tout sous la forme d'une ellipse. Donc ça, il pourrait correspondre à gamma x, qui ici a été appelé gamma. Maintenant, l'étape de... on va voir ce qu'on a là, donc cette connaissance qui est gaussienne, puisque tout est gaussien, je peux le représenter par une moyenne et une matrice de covariance. Ça, on a pu l'estimer en prenant en compte tout le passé. Alors ça c'est pris en compte en utilisant tout le passé. C'est pour ça qu'on parle dans le Kalman, dans l'observateur de Kalman, de
x k sachant k moins 1. Bon, alors ça, on va se trouver à l'instant k. Et ça va correspondre à ce qu'on appelle, on est à l'instant k, mais sachant toutes les mesures du passé. Sachant k-1, k sachant k-1. Maintenant, l'étape de prédiction nous permet de dire que, alors, attendez quand même que je regarde, ah oui, c'est plutôt k sachant k, bon, excusez-moi, bon, je vais plutôt prendre k sachant k sachant toutes les mesures passées et même présentes. Bon, une fois que tout ça a été pris en compte, je vais pouvoir, je connais la matrice A, donc je vais pouvoir, à partir de la matrice AK, qui est une application linéaire, pouvoir savoir ce qui va se passer à l'instant k plus 1. Donc, k plus 1, j'ai toujours pas pris de mesure. Donc à l'instant k plus 1, je passe cette densité gaussienne par cette matrice et en prenant en compte bien évidemment U. Alors xk plus uk plus alpha k, que je ne connais pas exactement, mais je connais sa matrice de covariance. Donc je vais me retrouver ici avec une matrice, que je représente ça comme ça, une densité de probabilité encore plus incertaine, bien évidemment du fait du prix de mesure. Et ici, ça représente gamma k plus 1 sachant k, donc j'ai pas fait de nouvelle mesure, donc c'est pour ça sachant k. Et puis ici, je vais avoir au centre le x de k plus 1 sachant k. Donc ce que je viens de faire ici, c'est l'équation de prédiction, le prédicteur, et qui va utiliser bien sûr la formule, ce théorème-là, où je passe à travers une application linéaire avec un bruit, alpha. Alors maintenant, une fois que j'ai ça, qu'est-ce qui va se passer? Je vais faire une mesure. Alors la mesure, c'est par l'intermédiaire d'une matrice CK. Alors je vais représenter ça ici. Je fais une mesure. Alors là, donc j'ai 0 et je fais une mesure Y à l'instant K plus 1. Puisque ici, je me situe à l'instant K plus 1. Donc, il y a des états qui vont se retrouver proches de K plus 1, et puis d'autres qui vont se retrouver loin de K plus 1. Donc ceux-là vont être un peu plus crédibles, et encore, à nouveau, ici, dans cet espace-là, je vais avoir une ellipse. Alors, tout ce que je représente par un point, une ellipse, c'est vraiment une vision ensembliste des choses. Ça reste quand même des densités de probabilité. Donc si j'inverse cette densité de probabilité, j'obtiens encore ici une loi gaussienne qui est à nouveau représentée par une ellipse. Je vais fusionner ces deux et je vais obtenir fusion des deux. Si je multiplie deux gaussiennes terme à terme et que je normalise, j'obtiens à nouveau une ellipse donc, que je représente ici et qui correspond à la fusion des deux. Et celle-là que je viens de dessiner en rouge, elle va avoir pour centre x de k plus 1 sachant k plus 1. Pourquoi sachant k plus 1? Parce que j'ai pris ma mesure k plus 1. Et puis ici, gamma de k plus 1 sachant k plus 1. Donc ce que je viens de représenter ici, c'est ce qui est décrit ici, avec l'étape de correction et l'étape de prédiction. Cet observateur nous délivre à chaque instant une estimation x chapeau avec la matrice d'erreur associée. Donc,